troisième président de la République. 22 ans après son assassinat, la fibre nationale et la question sur l'agression de la RDC restent intactes. Mzee, soldat du peuple, l'homme du 17 mai, que reste-t-il de son héritage idéologique? La réponse à travers une chronique à suivre tout de suite dans ce journal. Et puis, 14 personnes ont perdu la vie hier et plusieurs autres blessés à Kassindi. Nous sommes là à Béni, dans la province du Nord Kivu. Le gouvernement se lance au chevet des victimes et leurs familles. Elles recevront un soutien et les funérailles de personnes décédées seront prises en charge par le gouvernement provincial. Voilà tout pour le titre. Mesdames, Messieurs, encore une fois, bonsoir et bienvenue. Ce lundi 16 janvier, la RDC commémore le 22e anniversaire de l'assassinat du troisième président de la République démocratique du Congo, Mzee Laurent Désiré Kabila. 22 ans après, le Congolais continue à pleurer son héros national. À cette occasion, un culte d'action de grâce a été organisé à la cathédrale du centenaire protestante où plusieurs personnalités ont honoré la mémoire de celui qu'on appelait affectueusement les soldats du peuple. Suivez plutôt ce reportage de Emmanuel Commissaire pour en savoir un peu plus. Troisième président de la République démocratique du Congo dans son bureau au Palais de Marbre. Devoir de mémoire, 22 ans après, un culte d'action de grâce a été organisé en la cathédrale du centenaire protestant. Les membres de sa famille biologique et politique, les compagnons de Mzee, ont pris part à ce culte célébré par Monseigneur Perebo Yempere. Notre redevabilité envers Dieu, c'est autour de ce thème que l'officiant du jour, Daniel Kawata, a axé sa prédication. Le prophète Daniel Kawata a invité l'assistance à développer les valeurs fondamentales que Dieu a placées à chacun pour l'émergence de la RDC, à savoir la crainte de Dieu, l'humilité et l'amour, le tout couronné par la rigueur dans le travail, sans lesquels aucun développement n'est possible. Les compagnons de Mzee gardent de bons souvenirs à l'endroit du soldat du peuple. Nous tous qui étions autour de lui, il nous a laissé en tant que nationalistes dans un État où nous sommes jusque-là. Il était tellement nationaliste qu'il ne voulait jamais brader ni les fonds du pays, ni les pays lui-même, ni ses habitants. Parce que son souci, c'était le bien-être du peuple congolais. Son souci, c'était la cohésion, l'unité du peuple congolais. Malgré la guerre qui lui a été faite, Mzee n'a pas failli à sa mission. D'ailleurs, il est mort au front. C'est la raison pour laquelle on l'a toujours appelé le soldat du peuple. Mzee Laurent Désiré Kabila est mort, certes, mais sa mémoire, sa phrase magique, « Ne jamais trahir le Congo » restera à jamais gravée dans la mémoire collective de Congolais. Et le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kyenge a lui aussi rendu hommage à Kinshasa, à l'ancien président Laurent Désiré Kabila. Il a, au nom du président de la République, déposé une gerbe de fleurs au mausolée de cet héros national, suivi de quelques instants de recueillement. On fait le pont avec Pati Tondang, Marcel Moubenga et bienvenue au Sala. 22 ans après, les Congolais se souviennent des feux. Mzee Laurent Désiré Kabila, troisième président de la République démocratique du Congo, après son accession à la souveraineté nationale, comme si c'était hier. Au nom du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kyenge a honoré la mémoire de ces héros nationaux. C'est le lundi 16 janvier 2023, le chef du gouvernement a déposé une couronne de fleurs au mausolée où reposent à jamais ces soldats du peuple assassinés lâchement en 2001 dans son bureau. Pour le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kyenge, le slogan qui était le sien, ne jamais trahir le Congo, est tout un programme auquel il faut s'inscrire. Mzee Laurent Désiré Kabila a certainement marqué l'histoire de la République démocratique du Congo et on n'oubliera jamais ce slogan qui était le sien, qui est ne jamais trahir le Congo. Pour nous c'est tout un programme et nous estimons qu'il faut s'inscrire dans ce message qui avait été laissé. Et donc ne jamais trahir le Congo, hier, aujourd'hui et demain. Les nations doivent savoir reconnaître les grands hommes qui ont marqué l'histoire et Mzee Laurent Désiré Kabila en fait partie, a conclu le chef de l'exécutif national. 16 janvier.
Et date historique sombre d'une partie de l'histoire de l'RDC. L'on se souvient de l'assassinat du troisième président de la République, Laurent Désiré Kabila, dans des circonstances non encore élucidées jusqu'à ce jour. 22 ans après, qu'est-ce qui reste de l'héritage idéologique de Laurent Désiré Kabila? La réponse à travers cette chronique que vous propose la rédaction de la RTNC. 22 ans depuis la disparition du soldat du peuple, Mouzé Laurent Désiré Kabila, troisième président de la République démocratique du Congo. À en croire l'histoire, ses premières luttes remontent du début des années 60 durant la crise congolaise accompagnant et suivant l'accès à la souveraineté aussi bien nationale qu'internationale. Il a lutté contre la gendarmerie katangaise dans le rang de la jeunesse du parti Baluba Kati. En 1963, il sort de l'anonymat lors de la création du Comité national des libérations, formation politique nationale lumumbiste et révolutionnaire. En 1964, il se retrouve vice-président d'un gouvernement provisoire qui ne durera que quelques mois, gouvernement piloté par le CNL. En 1965, il prend l'option de se replier dans le Kivu où il sera nommé chef des opérations militaires d'un groupe dont la mission fut de contrôler plus d'un tiers du territoire congolais. Au cours de la même période, les soldats du peuple étaient présents dans les capitales étrangères d'Afrique orientale, Nairobi et Dar es Salaam qu'il dirigeait à distance. Dès 1967 à 1985, Laurent Désiré Kabila a suivi un double parcours. Il était à la fois le chef révolutionnaire incontesté d'un maquis peu étendu, situé aux alentours d'Ewabora, dans les montagnes de l'extrême du sud Kivu, mais aussi un commerçant tirant des substantiels bénéfices du trafic d'or et d'ivoire dont il fut détenteur dans le monopole de son maquis. Après l'effondrement du mouvement susmentionné en 1985 suite aux guerres de Moba, nul ne pouvait retracer le passage de Mouzé Laurent Désiré Kabila. Selon certaines sources, il serait dans l'entourage d'un chef du plus grand important maquis soudanais, résidant principalement à Dar es Salaam. Plus tard, il se retrouve à Kampala où il entretient des bonnes relations avec les présidents ougandais Yoweri Museveni, et ce, pendant la longue transition démocratique zaïroise. Là, nous sommes entre les années 1990 et 1996. Au lendemain de la fuite précipitée du maréchal Mobutu, le 17 mai 1997, les soldats du peuple et l'AFDEL ont fait leur entrée dans la capitale. C'était donc la prise du pouvoir par Mouzé Laurent Désiré Kabila. Le pays retrouve son nom d'origine et le fleuve est à nouveau baptisé Congo. En 1999, il crée le Comité du pouvoir populaire CCP. À cela s'ajoute en 2000 ans la fondation d'un nouveau parlement composé de 300 députés. Le 16 janvier 2001, le troisième président de la République démocratique du Congo sera assassiné dans son cabinet de travail. On gardera des bons souvenirs de ce soldat du peuple dont son slogan était « Ne jamais trahir le Congo ». Le 16 janvier 2023, parlons encore, jour d'anniversaire de la mort de Mouzé Laurent Désiré Kabila. La dynamique de Républicains pour l'émergence était au rendez-vous pour honorer la mémoire du soldat du peuple. C'était à l'église Notre-Dame de Fatima et au mausolée où repose à jamais Mouzé Laurent Désiré Kabila. Yolande de Voka. Ils ont répondu à ce rendez-vous idéologique. Habillés aux couleurs de leur parti, la dynamique des Républicains pour l'émergence du Congo, qui reconnaissent Mouzé Laurent Désiré Kabila comme père idéologique dans la lutte contre l'impérialisme, la liberté et la souveraineté du Congo. À la tête de la délégation, ce haut cadre du parti, Madame Assina Matembo. La DIREC s'engage toujours à travers son projet de société à se battre pour honorer la mémoire de son héros national, son père idéologique, qui est Mouzé Laurent Désiré Kabila. Nous confirmons encore aujourd'hui notre serment, qui est la devise de la DIREC. Prenons-nous en charge. Le Congolais doit se battre contre l'impérialisme. Nous devons nous battre pour être des peuples d'honneur, de dignité et de liberté. Fier d'être de ce courant, après ce culte, place au dépôt des gerbes de fleurs, avec un message à la population, cette liberté qui se traduise à ce jour par le choix de ses dirigeants, ceux qui nous ont emmenés à l'alternance pacifique, symbole d'un Congo qui se prend en charge, et à ce titre, les Congolais devront rester vigilants face à cette guerre d'agression nous imposée par le Rwanda, qui ne vise que la balkanisation de ce grand et beau pays, le Congo de Mouzé Laurent Désiré Kabila.
Avant de boucler ce chapitre, faisons un focus sur cet héritage du musée Laurent Désiré Kabila, le service national qui figure parmi les œuvres léguées au musée Laurent Désiré Kabila 22 ans après, plus de 25 ans après, le service national retrouve ses lettres de noblesse grâce à l'implication du président de la République, Joseph Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Regardez. Désiré Kabila n'est plus, son héritage reste encore. Dès son vivant, les soldats du peuple s'est battu pour améliorer les conditions sociales des Congolais qui étaient déjà précaires depuis les régimes dictatoriaux de Mobutu. Pour la matérialisation de sa vision, Mzee Kabila a lancé les slogans populaires « Prenez-vous en charge » qui s'est vite concrétisé avec les projets agro-pastoral de Kanyama Kasese, appelé Service National, un organe paramilitaire d'éducation, d'encadrement et de mobilisation des actions civiques et patriotiques créé en 1997. Un projet qui a porté ses fruits et qui a valablement contribué à l'économie du pays. Après la disparition tragique, le 16 janvier 2001, Kanyama Kasese a sombré dans l'oubli. Nul n'a pensé à cette initiative qui a sauvé plusieurs âmes des compatriotes congolais. Aujourd'hui, ces grands projets renaissent de ses cendres. Grâce au dynamisme et à la volonté manifeste du brave élève de Kanyama Kasese, le général-major Jean-Pierre Kassongo Kabwik, sous l'impulsion du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Kanyama Kasese est plus qu'une aubaine et un Eldorado pour la plupart des jeunes Congolais, hier désœuvrés, mais aujourd'hui utiles à la nation. Ce lundi 16 janvier, les Congolais commémorent le 22e anniversaire du décès du héros national, Mzee Laurent Désiré Kabila, les soldats du peuple, dont les jalons posés se pérennisent aujourd'hui grâce au général-major Jean-Pierre Kassongo qui a su intérioriser l'appel « Ne jamais trahir les Congos ». La nation congolaise se souviendra de Mzee Kabila au travers plusieurs actions dont le service national aux œuvres aujourd'hui louables grâce au leadership du chef de l'État Fachi sous la bonne main du grand et bon berger Jean-Pierre Kassongo. Mobilisé comme un seul homme, le peuple congolais se souvient de Laurent Désiré Kabila car sa cause est juste. Changeons de chapitre, je l'ai dit à l'ouverture de ce journal. Le 14 victimes décédées lors de l'explosion d'un engin dans une église à Kassindi hier, pas oublié par le gouvernement provincial du Nord Kivu, le gouvernement militaire qui est arrivé sur place pour réconforter les victimes, a annoncé la prise en charge de funérailles, mais aussi 2 personnes internées dans des hôpitaux. Regardez. Militaire de la province du Nord Kivu, le lieutenant-général Constant Dimakomba a fait les déplacements de Goma vers Kassindi Lubiria ce 16 janvier 2023. Objectif, visite de compassion aux victimes de l'acte barbare de l'ADF commis le dimanche dernier à l'église 8e CEPAC Kassindi Lubiria. Acte avec un bilan humain lourd de 14 morts et 76 blessés. Le gouverneur de la province du Nord Kivu a à cette occasion donné quelques poches de sang. Il a pris en charge l'organisation des funérailles, mais aussi les 7 structures sanitaires ayant reçu les différentes victimes ont été assistées et appuyées pour avoir de moyens afin de prendre en charge les blessés. Opportunité pour l'autorité provinciale de pouvoir passer le message de compassion du gouvernement central. Le chef de l'État, très affligé, nous a chargé de venir rapidement et de présenter ses sincères condoléances, l'évacuation de cas les plus urgents. Ça a été fait. Il y en a qui attendent encore. Nous avons fait descendre des ambulances pour le faire. Nous allons nous attendre pour procéder au lever du corps et pour les enterrements. S'adressant aux différentes personnes curieuses dans la cour de l'hôpital, le lieutenant-général Constant Dimakomba a parlé encore de mesures sécuritaires. Les ennemis de la République qui n'ont pas encore baissé les bras. Et j'encourage notre population pour leur dire de tenir toujours bon, d'être fort, parce que l'ennemi vise à terroriser notre population pour que cette dernière abandonne leur terre
Mais je suis convaincu, le chef de l'État l'a dit, que notre population est très rattachée à sa terre. Je les exhorte à éviter les attroupements. Parce que l'ennemi, les terroristes visent là où il y a les attroupements. C'est que nous devons être très vigilants. À tous les tenanciers des bars, des restaurants, des hôtels, des églises, à avoir des instruments de détection des métaux. Rappelez-vous que parmi les personnes décédées, il y a des enfants, des femmes et des hommes innocents. L'église, c'est là. À l'intérieur. C'était plein à l'intérieur. Donc la débarcation fait à l'extérieur. Et pendant ces temps, la population du territoire de Mahagui est appelée à pleurer le docteur Poné, responsable de l'hôpital d'Ogba, assassiné par les hommes armés dans cette localité située à plusieurs kilomètres de Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri. Dans le calme et la paix, toutes les dispositions sont prises pour sécuriser toutes les structures sanitaires du coin. On fait le pont avec Junior Selemani. Malgré le jour férié, le 16 janvier 2023, la date marqua la commémoration de la mort de Mzee Laurent Désiré Kabila, héros national. Le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Lubuyanka Johnny, a échangé avec le syndicat de l'ordre des médecins de l'Ituri en toile de fond la sécurisation des infrastructures sanitaires ciblées par des hommes armés, la prise en charge des obsèques dignes du docteur Oudjouiga Poné, ainsi que de sa famille biologique. À l'issue de ces échanges, toutes les recommandations du syndicat des médecins de l'Ituri formulées à l'endroit de l'administration militaire ont trouvé un écho favorable au cœur éléphantesque du gouvernement militaire, a dit le président de l'ordre des médecins, Dr Jacques César. Il nous a garanti par rapport à la sécurisation du personnel médical ainsi que des établissements de formation sanitaire. La paix, la sécurité et le bien-être des Ituriens, c'est un combat acharné de l'administration militaire, l'occasion faisant les larrons. Le gouverneur Luboya a sollicité l'implication de la crème intellectuelle de l'Ituri d'être les ambassadeurs de la paix dans leurs communautés respectives. La sécurité commence d'abord par nous-mêmes. Nous sommes les enfants du milieu. C'est à nous d'aller aussi sensibiliser tous les citoyens pour qu'ensemble, nous puissions voir comment remettre la sécurité dans notre province. Rappelons que Dr Poné a été assassiné par les hommes armés dans la nuit de vendredi à samedi à Aoumba, en territoire de Mahagui, dans la chefferie de Zalou-Djouganda, pendant qu'il revenait à son poste de travail. Pour les enquêtes sont en cours en vue de dénicher les auteurs intellectuels et matériels de ces crimes odieux, ont révélé les hommes de la blouse blanche. L'instant papal de ce soir, c'est avec le Saint-Siège et la RDC qui entretient de liens de coopération, et la présence du représentant du pape en République démocratique du Congo remonte à 1939. Voici une brève présentation du Saint-Siège par Jacques Kabouaba. Saint-Siège fait partie de l'ONU depuis le 6 avril 1964 en tant qu'État observateur permanent. La Cité du Vatican est un État enclavé dans la ville de Rome en Italie, support territorial du Saint-Siège. Il compte près de 1500 habitants sur une superficie de 0,44 km², ce qui en fait le plus petit État au monde. Son au regard du droit international public fait l'objet d'un débat. On a par exemple proposé de les considérer non pas comme un État, mais comme une organisation internationale. Le Vatican a été créé le 11 février 1929 comme représentation temporelle du Saint-Siège au terme de la signature des accords du Latran paraphés par fait cardinal Gaspari et l'Italie, représentée alors par Benito Mussolini. La langue véhiculaire est l'italien et non le latin, qui est langue de l'Église catholique romaine. Toutefois, le latin est la langue juridique de l'État. Les textes de référence des publications officielles est en général rédigé en latin, puis traduit dans de multiples autres langues. Le français en est la langue diplomatique. Le Vatican est d'ailleurs enregistré comme État francophone auprès des organisations internationales. Les nonces ont ainsi une vision planétaire. Ils ne protègent pas un territoire, une nation,
des intérêts militaires ou stratégiques, mais la liberté de l'Église à exercer sa mission religieuse. Depuis plus d'un siècle, l'action de l'Église s'éveille également en faveur de la paix, du développement et du respect des droits de l'homme. Cette promotion des valeurs de l'Église a pris une valeur prépondérante dans la diplomatie vaticane. La présence du représentant du pape en RDC remonte à 1939, soit 10 ans après la signature de l'accord de Latran. En cette année, la République démocratique du Congo est représentée auprès du Saint-Siège par un ambassadeur de carrière en la personne de M. Deogracias Dagano Mangobuki. Pour sa part, le Vatican est représenté en RDC par les nonces apostoliques Monseigneur Ettore Ballesteros. L'un des successeurs de l'apôtre Saint-Pierre, le pape Jean-Paul II bien sûr, a consacré ses 5e et 20e voyages pontificaux à la République démocratique du Congo, notamment en mai 1980 et août 1985. Lors de son dernier voyage en RDC, le pape Jean-Paul II a béatifié la sœur Marie-Clémentine à Norite-Nengapeta le 15 août 1985, jour de la commémoration de la solennité de l'Assomption de la Vierge Marie. 38 ans après, le 266e pape, le Saint-Père François, est attendu en République démocratique du Congo, l'un des plus grands pays catholiques. La RDC qui fait face à plusieurs défis, entre autres défis évangéliques, défis de la paix, du développement et de l'environnement. Toutes ces raisons justifient l'arrivée du pape qui tient à montrer sa solidarité envers le peuple congolais. Aussi, occasion pour lui d'exprimer l'amitié, la proximité de l'Église universelle auprès de l'Église de la RDC. Par cette visite, sa sainteté veut réellement aider les Congolais à tourner la page, c'est-à-dire inviter les Congolais à se réconcilier. Rappelons toutefois que la Congrégation romaine pour la liturgie a approuvé officiellement en 1988 les rites dits zaïrois comme l'un des rites catholiques officiels. Il correspond à la vie et à la culture africaine. C'est un rite des diocèses de la RDC caractérisé particulièrement par la participation active de l'Assemblée, notamment par la danse comme une expression de la foi, par l'invocation des saints et des ancêtres, par la mise en valeur du rôle des lecteurs et par les styles très oraux des prières. Venons-en à présent à la construction du port sec de Kasumbalesa dans le Haut-Katanga. Du projet à l'effectivité, il a fallu attendre 20 années pour qu'on parle enfin de sa matérialisation. La firme Yellowstone et l'Office de gestion du fret multimodal ont signé un mémorandum d'entente pour les débuts de travaux. Les ponts avec William Tonakov. Le projet du port sec de Kasumbalesa dans la province du Haut-Katanga, principale porte d'entrée de marchandises à la frontière zambienne, connaîtra bientôt sa matérialisation effective par le gouvernement de la République démocratique du Congo, par l'entremise de l'OGEFREM, sous l'impulsion du directeur général William Kazumba Mayombo, grâce à un mémorandum d'entente signé vendredi 13 janvier 2022 entre cet établissement public et la firme Yellowstone. Il s'agit d'un grand projet économique gagnant-gagnant pour le gouvernement congolais et l'OGEFREM visant la mise en œuvre de la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans le secteur de l'économie. C'est une opportunité qui est offerte à la RDC pour créer des richesses, créer de l'emploi pour notre jeunesse et développer notre commerce extérieur. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui rêve de voir ce Congo occuper sa place sur l'échiquier international et surtout sur le plan régional. Ceux qui rêvent comme lui, je crois que nous en faisons partie, nous nous disons c'est possible et on peut le faire en un temps record si nous sommes sérieux. À cette même occasion, le représentant gérant de la firme Yellowstone, Esperel, a réitéré l'engagement et la détermination de son établissement d'accompagner l'OGEFREM jusqu'à l'aboutissement de ce projet gigantesque. Sera bientôt construit, cette fois-là en Mbandaka, c'est en faveur de pêcheurs du chef-lieu de la province de l'Équateur. Le ministre de Pêche et Élevage, Alain Bokele, a visité le site. Nicole Seseploka.
En séjour de travail à Mbandaka, le ministre de la Pêche et l'Élevage, Adrien Bokele, a échangé avec les gouverneurs de l'Équateur, Bobo Boloko, sur l'état des lieux de son secteur dans cette province. Aussitôt après, les deux personnalités sont allées à la rencontre des pêcheurs de la ville de Mbandaka, où un accueil chaleureux leur a été réservé. Occasion pour le gouverneur Bobo Boloko de saluer cette visite du ministre de la Pêche et l'Élevage, qui est l'une des promesses faites à la population de l'Équateur par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, lors de sa dernière visite dans la ville de Mbandaka, à l'occasion de la 9e session de la conférence des gouverneurs de province. Pour le ministre Adrien Bokele, la pêche est l'une des principales activités de la ville de Mbandaka, dont les produits sont en grande partie consommés par la population de Kinshasa. Pour ce faire, le gouvernement de la République s'engage à améliorer les conditions de travail des pêcheurs de la ville de Mbandaka par la construction d'un port moderne, la distribution des intrants de pêche, mais aussi l'identification de tous les pêcheurs de la ville de Mbandaka. Et toujours à Mbandaka, le ministre de la Pêche et l'Élevage a remis 2 intrants aux pêcheurs du chef-lieu de cette province, Edi Tchala. L'activité principale dans l'Équateur, la pêche souffre d'un abandon. La dernière visite du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi à Mbandaka, lui a permis de recevoir les desiderata des professionnels de la pêche. Le ministre de la Pêche et l'Élevage, Adrien Bokele Djema, a effectué la descente en Mbandaka avec une gibecière contenant moteur hors bord, intrants de pêche tels que les hameçons, filets, ralingues, matériel de conservation des poissons, promesse du chef de l'État aux pêcheurs. Avant la grande distribution, accompagné du gouverneur de l'Équateur, Bobo Boloko, Adrien Bokele Djema s'est rendu dans les différents campements des pêcheurs de Mbandaka, Nganda Kisasa, Nganda Maluku ou Enze Sekri. Les tracasseries des écogardes qui perturbent le travail des pêcheurs ont été portées à la connaissance du ministre. Le représentant de l'ICSN ici présent est en complicité avec ces hommes. Il faut payer pour pêcher. Le chef des écogardes est là, qui nous délimite la zone de pêche. Un homme de terrain, Adrien Bokele Djema, ne rate aucune occasion pour venir à la rescousse des pêcheurs qui fournissent une nourriture bio à la population. Avec les écogardes et leur directeur provincial, nous allons prendre des mesures qui s'imposent. S'il le faut, l'on fera intervenir le directeur général pour des mesures définitives. Participer à l'autosuffisance alimentaire, le ministre de la Pêche et l'Élevage met le bouchée double. De la province de l'Équateur au sud Ubangui, il n'y a qu'un pas, les bacs modernes d'une capacité de 50 tonnes, promesse du chef de l'État. La population du sud Ubangui est arrivée à Zongo. Il va faciliter la traversée de la rivière Ubangui pour relier le ville de Zongo en République démocratique du Congo et Bangui en République centrafricaine. C'est le gouverneur de province Jean-Claude Mambezengbe qui l'a réceptionné. Le président de la République, le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, vient de matérialiser la promesse qu'il avait faite à la population de la ville de Zongo dans le Sud-Bangui lors de sa visite en décembre 2020. Il s'agit d'un bac de 22 mètres de largeur entre les deux rampes avec une capacité portante de 50 tonnes pouvant transporter 2 camions, 7 jeeps ou un camion porte-container de 40 pieds. Arrivé à Zongo ce mercredi 11 janvier, ce matériel flottant placé au PK final de la RN23 en face de la ville de Bangui, capitale centrafricaine, a été réceptionné par une équipe de l'office de route Sud-Bangui conduite par le chef de division technique, l'ingénieur Rénick Ndema Tezo, en présence de M. Didier Angbana, chargé de la communication du gouverneur de province. On notait aussi la présence du maire adjoint sortant de Zongo, Ernest Baitiko, et des membres du comité urbain de sécurité, sans oublier la population venue nombreuse accueillir ce beau cadeau. Se confiant à la presse à cette occasion, le CDT de l'office de route a livré ses impressions en ces termes. Nous sommes très contents. Nous félicitons et remercions vivement le président de la République qui a promis et a réalisé une fois de plus. Donc ce bac, c'est un bijou
que nous devons garder, protéger jalousement afin d'utiliser ça pour le bien de tous. Donc c'est vraiment un bijou que nous devons protéger pour faciliter la circulation de biens et de personnes, également les échanges économiques entre les deux pays et la région en général. Pour sa part, le maire adjoint... On rentre à Kinshasa où l'avenue Jakarta à Matongé subit une véritable cure des jouvences. Les ingénieurs de l'OVD sont à pied d'œuvre pour son assainissement, nous dit Christine Lenzo. À Matongé, précisément sur Jakarta, pour drainer les eaux usées et lutter contre les inondations au niveau de rond-point Victoire. Sur place, il est aussi impérieux de procéder à des casses pour faciliter les passages des engins, a mentionné le chef de brigade Adriba de l'OVD Kinshasa. Ces travaux s'exécutent à la satisfaction des habitants des quartiers environnants. Et ça pour la salubrité, en tout cas, on est tous d'accord. C'était difficile de se promener dans les avenues de Matongé à cause des inondations. On ne savait pas où poser les pieds. L'OVD fait un bon travail. Que je peux comparer à un traitement d'un corps médical administré à un patient. Mais lobby parce que de malaria. Bien qu'on est choqué, mais on apprécie son travail. Les caniveaux sont inondés et bouchés à cause des envahissements, des emprises de routes par certains occupants de parcelles. C'est normal. Au niveau de Lemba, OVD Kinshasa est en train de supprimer des nids de poules devant la foire internationale de Kinshasa en rechangeant la dite partie en concassé. Kinshasa et Brazzaville, deux capitales les plus rapprochées du monde dans le secteur de l'énergie. Les deux présidents ont même signé un accord, la boucle d'amitié énergétique. Les experts du ministère de l'énergie de la RDC et de la République du Congo ont dans ces cadres effectué une descente au poste 220 kV de Kinshasa. Marie Kalong nous en dit un peu plus. Le poste 220 kV de Kinshasa est l'un des points d'ancrage de la boucle énergétique de l'amitié entre la République démocratique du Congo et la République du Congo. Le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Olivier Mwenze Moukaleng, a accompagné son homologue brazzavillois Émile Wosso en séjour de travail à Kinshasa à ce poste. Question d'identifier les problèmes qui perturbent les deux réseaux. Les travaux ont considérablement avancé et seront achevés dans 4 mois, a dit le directeur général de la SNEL SA, Fabrice Lusindewalusangi Kabemba. Nous sommes présentement au poste de Kinshasa, qui est le nouveau poste de Kinshasa qui permettra de recevoir les 150 MW qui viennent de la centrale de Zongo 2 et qui permettra également de construire la nouvelle interconnexion avec la République sœur de Brazzaville au niveau du poste de Mbono. Donc c'est une visite de terrain qui marque également la possibilité de voir les avancées. La fin des travaux est prévue d'ici 4 à 5 mois. Pour le directeur général de la Société Énergie électrique du Congo, Jean-Bruno Danga Adou, ce projet revêt une importance capitale pour les deux pays. À partir de ce poste, nous allons améliorer l'interconnexion entre nos deux pays. Nous allons améliorer la desserte électrique au niveau du quartier de Kinshasa et des autres quartiers environnants, parce qu'il y a également un volet distribution. Donc construction des lignes moyenne tension, construction de lignes basse tension. Les experts ont poursuivi avec la visite du réseau au poste Lingwala ainsi qu'à d'autres postes de la ville. Les deux ministres de tutelle pourront ainsi évaluer le travail pour faire le plaidoyer. Et puis cet atelier de restitution des missions de vérification externe réalisé par Ginger International dans le cadre du projet Covid-19 financé par la Banque mondiale pour la riposte de Covid-19 et la vaccination. Les constats est positif. Les ponts avec Séverine Pascal Katanda sur les images de Patrick Badibanga. Plus
des 150 millions de dollars investis en RDC par la Banque mondiale pour la riposte contre la Covid-19 et la vaccination, dispatchés aux intervenants dans différents niveaux de services du pays et à travers l'unité de gestion du programme de développement de systèmes de santé pour le suivi. L'heure de l'évaluation a sonné. Le ministère de la Santé, la Banque mondiale et l'UGPDCS étaient autour de Gingers International, évaluateur externe à Béatrice Hôtel, qui a fait une restitution en rapport avec la vaccination, les dotations et autres équipements. La mission a constaté beaucoup d'aspects positifs. La coordination nationale de la vaccination a pu multiplier par 10 la couverture vaccinale contre la Covid-19 dans le pays. Ne pouvant pas être juge et partie, Dominique Babo, coordonnateur de l'UGPDCS, salue le choix de Gingers International pour son autonomie. Nous allons programmer des séances de travail entre Ginger et les différents acteurs pour qu'on puisse aller dans les détails par rapport aux différents constats et recommandations à la fin de faire en tout cas des plans de redressement afin qu'on améliore la manière de travailler. Le représentant de la Banque mondiale, Dr Michel Mouvoudi, estime que d'autres structures du ministère de la Santé peuvent bénéficier de cette expertise. Notre rôle, c'est d'appuyer le gouvernement à institutionnaliser cette approche. Nous voulons investir davantage dans ce monitoring externe que nous conseillerons d'ailleurs à d'autres partenaires et surtout faire en sorte qu'on renforce les mécanismes de l'État, les mécanismes du gouvernement pour que finalement ce travail continue à se faire. Ginger International va proposer un plan d'amélioration pour relever quelques déficiences constatées. Entrepreneurs et étudiants, oui, c'est possible pour sensibiliser les étudiants de la RDC à l'entrepreneuriat. Une conférence sur l'entrepreneuriat académique était organisée à Kinshasa. Reportage Médard Mbouyal Mangala. Cette conférence a donné lieu au démarrage du projet Un hectare pour un étudiant initié par les coordonnateurs nationaux Asbel Action Fati 2023, Patrick Onoya. En présence du recteur de l'université de Kinshasa, professeur Jean-Marie Kayembe, les lobbyistes et stratèges en investissement Patrick Onoya a conscientisé les étudiants de la faculté de l'économie sur l'utilité d'investir dans l'agriculture. Pour ces cadres de l'IDPS, les étudiants doivent relever les défis de la famine auxquels la République démocratique du Congo fait face. Au cours de cette conférence, nous avons démontré aux étudiants qu'il était important qu'ils puissent s'investir personnellement dans leur futur. Voilà pourquoi nous les avons sensibilisés dans le cadre de ce nouveau projet qui est une innovation, d'avoir un double objectif. Le premier objectif, celui de contribuer à lutter contre la faim, sachant que le programme alimentaire mondial a établi que 27 millions de Congolais souffrent de la faim, mais de deux, que l'étudiant contribue à s'offrir lui-même une opportunité pour un lendemain meilleur en investissant, n'est-ce pas, l'équivalent d'un hectare dans un projet de l'université, de la société coopérative qui sera créée au niveau de l'université et dans laquelle les étudiants qui vont investir l'équivalent de 1 hectare seront partie prenante dans le projet. À en croire cet enseignant des universités, les contacts sont en cours avec les partenaires pour soutenir ces projets créateurs d'emplois. C'était plutôt le reportage d'Alain Bikaï sur la conférence débat organisée à la faculté de l'économie de l'université de Kinshasa sur le projet 1 hectare pour un étudiant. Autre chose, les sujets liés à la nationalité et à l'identité du peuple congolais étaient au centre d'un débat entre le jeune Kinois avec les associations de métis congolais. Ces échanges ont permis aux participants de réfléchir sur l'inclusivité de la proposition de loi Noël Tchani qui vise à protéger l'intégrité territoriale de la RDC. Versant de Kabouaba. Les défis et enjeux d'inclusivité de la proposition de loi Tchani et les questions liées au développement sujet au cœur de cette conférence débat avec la jeunesse congolaise animée par Noël Tchani. L'objectif principal de ce projet de loi est de protéger la souveraineté nationale et l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo, a expliqué le docteur Noël Tchani. Tous les Congolais sont conscients aujourd'hui que la souveraineté de notre pays est menacée. Elle est menacée par des étrangers, des pays voisins qui cherchent à venir nous coloniser en quelque sorte. Ils ont tenté à plusieurs reprises, soit directement de nous envahir, soit
ils essayent de placer au sommet des institutions de la République des gens à loyauté partagée, des gens qui pourraient paraître comme des Congolais ou même qui sont des Congolais, mais qui ont aussi un pied dedans, un pied dehors, dans la mesure où, je donne un exemple, si on a un président de la République qui aurait une mère congolaise et un père rwandais, en cas de conflit entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, ce président de la République se trouverait dans une situation de conflit d'intérêts parce qu'il ne saura pas prendre des décisions exclusivement dans l'intérêt supérieur de la République démocratique du Congo et du peuple congolais. Donc c'est ça que nous essayons de réaliser à travers cette proposition de loi, de tamiser parmi les Congolais toutes ces influences ou d'infiltrations étrangères pour que tous les Congolais à l'intérieur du Congo soient libres de faire tout ce qu'ils veulent. Noël Tchani, président des FDC, la force du changement, s'est dit décidé d'aller jusqu'au bout de son combat de défendre la souveraineté de la RDC qui du reste est noble. Tout à fait autre chose, puisque Mwabi, le ministre d'État en charge de l'urbanisme et habitat, va voter à Kinshasa. L'autorité morale du Congrès national congolais, accompagné des militants et sympathisants de sa formation politique, s'est enrôlé à Kingabwa. C'est un reportage d'Éric Kabamba, Joël Mabaya, rendu par Emmanuela Commissaire. Noyé dans un monde aux couleurs de sa formation politique, le Congrès national congolais CNC, le ministre d'État Pius Mwabilou, entouré de ses lieutenants, a parcouru presque toutes les artères du district du Moamba pour communier avec sa base. C'est au son de fanfare que ce grand leader politique a commencé sa marche de sensibilisation à la cité du fleuve jusqu'au centre d'enrôlement Saint-François de Sales à Kingabwa. Devant les agents de la CENI, Pius Mwabilou, accompagné de son épouse, a fourni toutes les pièces de son identité avant de se faire photographier et obtenir sa carte d'électeur. L'autorité morale du Congrès national congolais, au-delà de louer le travail abattu par la CENI, a aussi appelé toute la population du Moamba à lui emboîter les pas. Bon, un acte symbolique et patriotique, c'est un acte de civisme. Je tiens d'abord à remercier le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Beaucoup de gens ont douté de sa capacité à arriver à ce niveau. Nous y sommes. Mes remerciements vont également à mon frère Kadima et son équipe. Beaucoup de Congolais pensent que faire ce qu'il est en train de faire, c'est facile. Et ce n'est pas facile. Je lui demande de continuer sur cet élan. C'est un homme qui aime bien son pays. Pius Mwabilou a également appelé tous ses militants à se ranger derrière les actions du chef de l'État. Et Tréphon Kekemoulomba, lui, et son parti PA se rangent derrière le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour le scrutin à venir. Ils l'ont dit dans une matinée d'échange avec les militants venus de différents coins du pays. Une cérémonie couplée à l'installation du secrétaire général de ce parti. Témoin de l'événement, Oscar Mbalkaï et Tony Djouma. C'est autour de cette piscine que les grandes décisions ont été prises pour l'avenir du Parti pour l'Action PA. Après plusieurs allocutions des circonstances, le président national historique du PA, le professeur Tréphon Kekemoulomba, a rédit la position de son parti face aux enjeux politiques de l'heure. On ne change pas une équipe qui gagne si on veut reproduire ses succès. Le président Félix Tshisekedi a été élu parce qu'il incarne ceux à qui il s'adresse. Parce que les gens se reconnaissent en lui. Les gens le suivent. Le Parti pour l'Action se range donc derrière le chef de l'État pour lui assurer une majorité confortable à l'action de 2023 avant d'inviter la population à s'enrôler massivement. Il y a un peu plus de 4 ans aujourd'hui, nous nous sommes engagés autour d'un nom qui nous avait paru le plus digne et avons appelé seuls à se rassembler autour et derrière lui. Dieu seul a fait pour nous, le croyant, qu'il est sorti vainqueur. C'est une joie intense, une énorme fierté d'avoir fait le bon choix, le choix légitime. Ils nous ont punis par vengeance, nous ont sortis des listes d'élus, ils nous ont rejoints
plus tard massivement. Séance tenante, le président national du PA, Dr Stephen Massey Ombo, a procédé à l'installation du nouveau secrétaire général du parti, Maître Alain Kianda Tanfumu, par la remise des emblèmes du parti avant de recevoir toutes les félicitations de l'autorité morale. Politique toujours, outre Kinshasa, le 11e anniversaire d'existence du Bloc uni pour la Renaissance et l'émergence du Congo, parti cher à Julien Paluku, ministre de l'Industrie, a été célébré avec pompe dans toute la province de la RDC. Partout, le Burek a réitéré sa grande résolution de soutenir la candidature du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la présidentielle de décembre prochain. Regardez. Face à l'insécurité qui sévit dans la partie est du pays, la population de ce coin appelée à une résistance totale tout en condamnant l'agression rwandaise et l'attentat à la bombe qui a fait plusieurs victimes à Kasindi au Nord Kivu. L'un des messages clés sortis au terme de la commémoration du 11e anniversaire de l'existence du parti Bloc uni pour la Renaissance et l'émergence du Congo Burek, parti cher à Julien Paluku, célébré avec pompe dans toutes les provinces du pays. À Kinshasa, sous la conduite de Jean-Marie Katokolio, président intérimaire de cette formation politique, entouré de la secrétaire Joséphine Bumbo, le cadre militant très mobilisé ont été outillés par les experts sur les innovations de la loi électorale et les stratégies pour remporter plus de sièges aux législatives nationales et provinciales. Le président intérimaire du Burek a aussi conscientisé les cadres et militants sur la mobilisation tous azimuts et à l'enrôlement massif, tout en réitérant la grande résolution prise lors du 2e congrès du Burek tenu à Bukavu au Sud Kivu, celle de soutenir la candidature du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à la présidentielle de décembre prochain. Chers camarades, nous vous invitons à mouiller les maillots et à vous serrer les coudes pour qu'à jamais les Burek restent cette grande formation politique sur laquelle les Congolais peuvent compter. Le secrétaire fédéraux et autres responsables des différentes provinces dont Lualaba, Tanganyika, Ituri, Olomami, Kwilu, Sud Kivu, Kasaï oriental ou Katanga et Chopo ont également relayé cette résolution du Congrès. Ils ont également relayé l'appel lancé par l'autorité morale Julien Paluku Kaongia à tous les cadres militants du Burek à une grande mobilisation. Et Abuja, capitale du Nigeria, va accueillir au mois de mars le sommet régional Afrique sur le projet phare de l'Union africaine et les initiatives pour la paix. Plusieurs dirigeants du monde prendront part à ces assises qui seront organisées par la Fédération pour la paix universelle. Jonathan Mouélé et Alain Bikaï. Le directeur général de la Fédération pour la paix universelle, Youn Yang-o, a procédé au lancement du sommet régional de l'Afrique 2023 le samedi 7 janvier 2023 à Maputo, au Mozambique. Le sommet régional de l'Afrique 2023, une initiative de la Fédération pour la paix universelle, aura lieu à Abuja autour du thème « Soutenir les objectifs et le projet phare de l'Union africaine pour une paix durable, de solutions innovantes pour la paix en Afrique et dans le monde ». Le directeur général Youn Yang-o s'est dit heureux car ce sommet se tiendra avec l'accord du président en exercice de l'Union africaine et celui de Muhammadu Buhari, président du Nigeria, le pays devant abriter la rencontre. Le sommet régional de l'Afrique 2023 sera l'occasion pour les dirigeants de l'Afrique et du monde entier de se pencher sérieusement sur les perspectives de paix. Mermoun a donné la vision d'une Afrique céleste unifiée. L'Afrique est le continent le plus jeune du monde, avec 70% de jeunes et une population moyenne de 19 ans. C'est aussi le continent où la spiritualité est vivante. L'Afrique peut aider à surmonter les limites et montrer le modèle pour un monde de paix durable. La FPU insiste sur la nécessité de prendre en compte la spiritualité africaine dans la résolution de problèmes et mène un combat pour l'enregistrement de la fédération et ses associations comme un organe consultatif auprès de l'Union africaine sur les questions de paix. Direction la province du Haut-Ouélé où les cadres et agents de CEMAP sont sur les bancs de l'école à Isiro. C'est pour renforcer leur capacité dans la maximisation de recettes du trésor dans le secteur minier. Ils ont reçu par la même occasion pour leur mobilité de moto offert par le gouverneur Christophe Basséane Enanga. Un reportage de Nathalie Mboula Kabeya de l'RTNC Isiro.
Placé sous le haut patronage de son Excellence, Monsieur le gouverneur de la province du Haut-Ouélé, honorable Christophe Bassianenanga, cet atelier organisé par le ministère provincial de Mines, en partenariat avec la direction provinciale des Saïmapé Haut-Ouélé, a visé pendant 2 jours le renforcement des capacités des agents et cadres. À l'issue de ces assises, 11 motos neuves, appui du gouvernement provincial, ont été remises aux territoriaux afin de bien effectuer leur mission d'itinérance pour la maximisation des recettes du trésor public. En sa qualité de ministre provincial du secteur, Ismaël Ebouze Magadi les encourage à un travail de qualité. Vous avez eu des enseignements, vous avez eu des instructions et vous avez eu des stratégies uniquement pour maximiser les recettes. C'est dans ce cadre, pour faciliter le travail sur terrain, Son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, vous dote de ces 11 motos. Ces motos vont vous servir pour le travail sur terre et non pour des courses inutiles, des courses familiales. Très satisfait de ce geste combien louable, le directeur provincial de Saïmapé n'a eu que de mots de remerciement à l'endroit du gouvernement provincial pour son appui. Nous recevons avec grande joie, au nom de mon directeur général Jean-Paul Kapongo Kadiobo, nous recevons ces motos avec une très grande joie. Et puis le CONAFED voudrait que la République démocratique du Congo aligne plusieurs femmes aux élections de 2023, d'où cette formation de femmes politiques et de jeunes filles pour amener les électeurs à voter les femmes. Christine Lenzo et Dieu merci Sueka nous en parle. Aucune institution de l'État en RDC n'a encore atteint 30% des femmes telles que recommandées par les instruments juridiques nationaux et internationaux. 23% des femmes au Sénat, 12% à l'Assemblée nationale, 27% au gouvernement central, 13% des femmes secrétaires générales, 9% dans les assemblées provinciales, 15% dans les gouvernements des provinces et 10% dans la magistrature. Voilà pourquoi, en cette période de préparation des élections, le CONAFED est en train de renforcer les capacités des comités locaux genre et développement dans les communes de Bumbu et Maluku afin de mener une campagne appelant les électeurs et électrices à voter femmes dans leurs milieux respectifs. Ils ont participé, ils ont eu à répondre et ils ont eu aussi à poser des questions. Et ils ont été en face de 2 femmes qui ont présenté leur expérience passée parce qu'elles étaient candidates. Ce projet est exécuté par le Comité national Femmes et Développement qu'on a fait dans SIG avec l'appui de l'ambassade de Suède et de l'ONG Diaconia. Ce projet est exécuté dans 6 provinces de la RDC. Nous avons la province de Lualaba, nous avons le Congo central, le Kwilu, Kasai central, Maïndombe et la ville-province de Kinshasa. Ce programme qui sera exécuté dans les 6 provinces de la RDC par les CONAFED avec l'appui de l'ambassade de Suède et de la structure SIDA à travers l'ONG internationale Diaconia voudrait promouvoir la participation politique de la femme lors des élections de 2023. Réunis au cercle des anciens du collège dénommé CAC, les anciens du collège Saint-Joseph et l'IKEA se sont mobilisés en début de cette année d'abord pour rendre grâce à Dieu, puis ils ont dressé un bilan de toutes les activités du cercle d'anciens du collège et ont projeté leur projet d'avenir. Yolande Boka et Sian Demaka. Tous les responsables des églises de réveil, membres du groupe d'intercession pour la nation, les chefs de l'État INASET de la Tchangou, étaient en réunion d'évaluation autour de leur président national, le pasteur Chen Moulumba, chargé des logistiques de la maison civile du chef de l'État. L'objectif de cette réunion était de faire l'évaluation des activités menées au cours de l'année 2022 et faire les projections pour l'année 2023. Dans son intervention, le président Etienne Moulumba s'est félicité des performances remarquables réalisées par son équipe en 2022. Il a ensuite exhorté tous les membres de l'INASET de se mettre résolument au travail pour rééditer les exploits de 2022 et maximiser le résultat attendu à l'horizon 2023. 2023, ce Félix Antoine Tshisekedi
Chilombo ou rien, ces slogans de l'Alliance de démocrates chrétiens du Congo a été consacré au centre Nganda par l'autorité morale de ce parti politique Adèle Kainda Maïna devant ses militants avant qu'elle ne puisse s'enrôler. Eli Toumba et Angèle Mabiala vous proposent une page magazine à suivre à la fin de ce journal. Et avant de nous séparer, ces communiqués de presse du ministère de Finances, le ministère de Finances informe des joueurs de l'équipe nationale et le par locaux de football engagés au 7e CHAN Algérie 2022 ainsi que le membre du staff technique. Leurs primes et frais d'hébergement ont bel et bien été décaissés depuis le vendredi 13 janvier 2023. En ce qui concerne principalement les primes, les montants de 235 $1 500 et $910 000 représentant respectivement les primes pour le match amical contre la Libye et le match de la phase de groupe du CHAN 2023 qui se dérouleront en Algérie sont logés à la Robank conformément à la décision du ministre des Finances relative à la bancarisation de primes au profit des athlètes de la République démocratique du Congo. Il en sera de même pour les autres disciplines sportives. Il revient dès lors aux intéressés d'entrer en contact avec la Robank pour encaisser leurs primes. Cette dernière a été instruite en vue de prendre toutes les dispositions utiles afin de leur permettre d'entrer rapidement et directement dans leurs droits. Le ministère des Finances informe en même temps l'opinion nationale que son objectif n'est nullement de tuer le sport congolais comme les prétendent certains calomniateurs. Il s'agit tout simplement de se conformer aux principes modernes de gestion de finances publiques et mettre de l'ordre dans ces secteurs dans l'intérêt de tous. En définitive, les rumeurs qui circulent faisant état d'un blocage de paiement de primes à nos joueurs sont totalement fausses et infondées. Le ministère des Finances encourage notre équipe à jouer avec détermination et patriotisme afin de remporter cette coupe pour l'honneur de notre pays. Ce communiqué est signé Bertin Mawaka Loubembo, directeur de cabinet. C'est donc par ici que nous bouclons ce journal. Mesdames, Messieurs, merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne suite de programme sur la RTNC. Je vous fixe un autre rendez-vous demain à la même heure. D'ici là, portez-vous bien. Nous devons ensemble avoir conscience que nul autre que nous-mêmes